Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette brève introduction sur les clusters cloud Nutanix dans Azure. Donc les clusters cloud Nutanix dans Azure ont été annoncés il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été annoncé en fait de manière officielle, prêt pour la production lors de la conférence Ignite, Ignite 2022, donc c'était au mois de novembre dernier. Et donc comme son nom l'indique, ça va vous permettre d'avoir des clusters pas Kubernetes, on pourra avoir du Kubernetes, mais des clusters surtout Nutanix dans un environnement Azure. Alors, pour être plus précis, on va voir ça ensemble. Alors, de quoi on parle? Donc, on va parler ici en fait d'une solution hybride cloud qui va vous permettre en fait d'opérer globalement un cluster Nutanix, mais qui sera dispatché en fait avec des nœuds qui seront potentiellement dans Azure. Donc l'idée derrière, c'est vous êtes un client aujourd'hui Nutanix, vous voulez passer en mode hybride pour différents scénarios qu'on va voir ensemble. Mais l'idée en gros, c'est d'opérer finalement vos applications, votre infrastructure dans Azure de la même façon que vous l'opérez aujourd'hui dans votre cloud privé. Et donc on va vraiment être sur un environnement qui sera potentiellement dispatché à la fois sur des ressources à demeure dans un data center et des ressources dans Azure. Donc les use cases, comme dans tout mode hybride, sont relativement toujours les mêmes, à savoir finalement d'avoir une expérience unifiée d'administration. Vous conservez l'usage de vos outils Nutanix. Vous gérez votre cluster comme vous le gérez aujourd'hui dans votre data center, sauf que certains nœuds de ce cluster Nutanix seront dans Azure, dans les data centers de Microsoft. Scénario d'usage qu'on peut avoir assez classique, c'est de dire j'ai un environnement Nutanix dans mon data center à demeure, je veux pouvoir répondre à des besoins de disaster recovery, donc de plan de reprise d'activité suite à un désastre, et donc je veux utiliser par exemple Azure comme une solution, un data center secondaire de secours dans lequel j'aurai des nœuds Nutanix et dans lequel je vais pouvoir du coup faire redémarrer ma production en cas de désastre majeur. Autre scénario assez classique du cloud, avoir de l'élasticité à la demande, pouvoir provisionner plus rapidement des nœuds Nutanix sans pour autant effectivement passer par un processus complet d'achat de nouveaux matériels. Du coup, cette élasticité est intéressante. Par exemple, si on prend le Citrix a communiqué récemment sur le sujet, qu'ils ont validé leur offre Citrix en fait pour des clusters Nutanix dans Azure. Et donc ça veut dire que si vous avez effectivement une solution Citrix, qui fonctionne sur du Nutanix, quelque part, vos nœuds Nutanix pourront être effectivement à demeure, éventuellement chez un autre fournisseur de cloud concurrent, mais également dans Azure. Mais au final, pour Citrix, Citrix va considérer que son environnement de VDI en fait tourne sur une infrastructure Nutanix. Après, là où sont les nœuds, c'est pas vraiment le souci de Citrix. Dans tous les cas, en tout cas ici, ils vont supporter ce scénario. Donc là encore, c'est un scénario d'usage. Classique également, le lift and shift, vous avez un projet de move to cloud, vous voulez déplacer effectivement vos workloads d'un data center à destination de Azure. Vous ne voulez pas reprendre l'ensemble de toutes vos solutions et de la manière dont vous les gérez dans Azure. C'est une manière assez simple, entre guillemets, de faire lift and shift, de fermer éventuellement un data center et de déplacer finalement ces workloads Nutanix au sens large directement dans Azure. Donc ça, ce sont les cas d'usage. Alors, quand on va parler de Nutanix dans Azure, on va être sur du coup une infrastructure bare métal qui va faire tourner effectivement des workloads Nutanix. Donc ça veut dire que la plateforme Nutanix va gérer à la fois des choses dans l'infrastructure à demeure, mais potentiellement également des nœuds Nutanix qui seront connectés, qui seront dans nos data centers. Donc c'est des nœuds qui sont certifiés bien entendu. Et donc ces nœuds qui seront dans nos data centers seront raccordés du coup du réseau Azure, des virtual networks, et du coup ça permettra également de faire communiquer tous les applicatifs et les workloads qui sont sur ces nœuds Nutanix dans nos data centers avec nos propres services, que ce soit des services de type IaaS, des machines virtuelles, ou des services managés comme une SQL Database, des Cognitive Services ou autre chose. Donc là encore, finalement, ça résume encore ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ça va faciliter l'agilité dans le sens où effectivement le provisioning est beaucoup plus rapide. Ça va permettre également des migrations sans compromis, sans avoir
à réadapter, entre guillemets, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de retooling, il n'y a pas de refactoring. On se base sur l'outillage et sur donc, de Nutanix. Et puis, en termes d'interface, là, finalement, ici, qu'on ait que des nœuds dans Azure ou des nœuds à demeure et dans Azure, eh bien, l'outil de gestion est exactement le même. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle derrière. Donc, comme je l'ai dit, même logiciel, du coup, même type de licence également, qu'on soit à demeure ou dans Azure. Donc ces nœuds que vous allez avoir dans Azure, vous allez les opérer exactement de la même façon que dans votre data center. Ça veut dire que le provisioning et le lifecycle seront gérés par le NC2 portal, le portail NC2. Et puis après, la gestion du cluster, ça se fera avec les outils Prism, Prism Central et Prism Élément. Et au passage, dans Azure, du coup, on aura une instance Prism Central qui sera déployée pour pouvoir manager effectivement ce cluster Nutanix qui est dans Azure. Et on verra tout à l'heure dans quel réseau il est déployé. Donc ces nœuds, ces Nutanix Cloud Cluster vont faire tourner derrière le système d'exploitation de Nutanix, le AOS. Il est préchargé en version 6.1. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la documentation de Microsoft. Si on va dans la documentation du Nutanix, le chiffre n'est pas tout à fait le même. On vous parle ici d'un 6.5. Donc là, il y a peut-être quelques corrections à faire d'un côté ou de l'autre, à vérifier. Mais bon, en tout cas, c'est le système de Nutanix. Et l'hyperviseur qui sera utilisé, alors là, pour le coup, ce sera l'hyperviseur, effectivement, le AHV, donc le Nutanix Acropolis Hypervisor, sur une base de 6.1. Alors là, à vérifier 6.1 ou 6.5. Et je rappelle que cet hyperviseur est basé sur le projet open source KVM. En termes de SKU, c'est-à-dire en termes de taille, de gabarit de nœuds de cluster qu'on va avoir dans Azure, il y en aura deux. Il y aura les AN36 et les AN36P, ce qui correspond derrière en fait à des serveurs basés avec de l'Intel 6140. On est dans les deux cas avec 72 corps. La différence va se faire au niveau de la mémoire, 576 Go pour les AN36 et 768 pour les AN36P. Et également, la différence va se faire au niveau du stockage, où on va avoir des SSD couplés à des NVMe sur les AN36, alors qu'on va avoir de l'Optane couplé à des NVMe sur les AN36P. Donc on comprendra que les AN36P sont un peu plus puissants et sont donc mécaniquement également un petit peu plus chers. Les instances supportées derrière, donc quand on va parler de cluster Nutanix dans Azure, le ticket d'entrée, c'est minimum 3 nœuds par cluster, donc 3 nœuds bare métal. On est vraiment sur des solutions de Nutanix préinstallées spécifiques à Nutanix. Et par cluster, on pourra aller jusqu'à 13 nœuds par cluster. Donc si globalement vous entrez dans ce nombre-là, du coup la solution est probablement à regarder. En termes de protocole supporté, les disques OS seront montés au travers du protocole SCSI. Les logs et les datas seront accédés via du NFS v3 et les backups et les archives via du NFS v4. Là encore, c'est ce qui est documenté dans la documentation officielle côté Microsoft. À vérifier du côté de la documentation de Nutanix, qui au passage est un peu plus complète. En termes d'architecture réseau, on va avoir une architecture réseau qui va être constituée côté Azure par 3 réseaux virtuels, 3 VNet. Un premier sera le cluster qui va contenir, donc ce sera le cluster management VNet qui va contenir du coup les nœuds Nutanix. Le deuxième réseau virtuel sera un hub. Donc on est sur une architecture assez classique de hub and spoke. Et donc ce hub fera, comme on fait toujours avec les hubs, va contenir les passerelles. Alors ici, c'est là j'ai écrit la passerelle, la VPN Gateway. Ça pourrait être également une Express Route Gateway. Donc ça va être le point de connexion d'entrée entre le cloud et l'environnement dans un data center à demeure. Et puis il nous reste le troisième VNet qui sera le PC VNet, alors pas PC pour personal computing, mais PC pour Prism Central. Ce sera donc le VNet qui contiendra l'instance avec l'outil d'administration de tout cela. C'est plutôt bien résumé dans un joli petit schéma ici, où on a effectivement ces 3 VNet. Donc le VNet où on va avoir les nœuds bare métal,
ici. Le VNet, donc ça c'est un SPOC on peut dire. Le VNet ici qui s'appellera Hub ou public, qui va contenir effectivement les passerelles permettant de se connecter avec les infrastructures à demeure. Et puis le dernier VNet qui est le VNet PC Management, qui va contenir en gros les machines qui vont permettre de gérer, qui vont contenir les outils Prisma Central pour gérer l'ensemble. Et voilà. Vous avez en passage, vous marquerez des peerings qui sont établis entre ces VNets, c'est tout à fait normal, et une communication ici voilà, qui est faite en VPN, qui est faite soit en VPN site à site, soit en express route à destination de l'environnement à demeure chez le client. Qu'avons-nous d'autre? On est donc sur un service qui est assez jeune, parce qu'il a été annoncé effectivement en JA, donc au mois de octobre, fin octobre, début novembre. Pour l'instant, toutes les régions Azure ne sont pas couvertes dans le monde, et donc il va falloir aller regarder dans un premier temps du côté des États-Unis. Donc les AN36 sont disponibles donc du coup en EastUS ou en WestUS 2. Donc EastUS c'est Boynton en Virginie, WestUS 2 ça doit être San Antonio si je dis pas de bêtises. Et les AN36P eux sont en EastUS 2, donc en Virginie, et en North Central US qui doit être probablement Des Moines si je dis pas de bêtises. Là encore, d'autres régions vont arriver. Si on regarde la documentation, le pricing derrière, on voit également Francfort et Singapour qui sont apparus comme régions, mais elles ne sont pas officiellement dans la documentation de Microsoft, mais globalement, le service va se répandre là encore sur d'autres plaques et d'autres régions Azure. Ça va se faire au fur et à mesure du temps. C'est tout à fait normal d'avoir au départ un sous-ensemble uniquement de régions. Le déploiement de tout ça, il y a un workflow qui est assez bien cadencé, qui est très bien documenté dans la documentation dans le site de documentation de Nutanix. Pour le coup, ils ont beaucoup plus détaillé l'ensemble des opérations. Donc, en gros, les étapes vont passer par la création effectivement d'un compte dans la plateforme de Nutanix, et effectivement, il faut avoir un compte Azure. Ensuite, l'étape numéro 2 va consister ici à préparer l'infrastructure réseau, donc les fameux VNet dont j'ai parlé tout à l'heure, puis préparer la console NC2, donc en gros aller alimenter la console NC2 avec les comptes Azure qui vont être utilisés après pour aller mettre les ressources à l'intérieur. Ensuite, une fois que la liaison est faite au niveau de la console, depuis la console on va pouvoir créer un cluster Nutanix, puis ensuite gérer, manager la partie communication. Et ensuite, faire les configurations additionnelles. Voilà, ça c'est le workflow globalement pour faire ça. Donc on remarque qu'on fait quasiment toutes les opérations, principalement depuis l'outillage Nutanix. Là encore, le but de cette plateforme, cette solution, c'est de vous permettre de garder les mêmes outils, simplement d'utiliser Azure comme un endroit supplémentaire où mettre des nœuds, et sinon il n'y a pas de changement. En termes d'intégration, donc l'intégration, comme je l'ai dit, on va avoir des réseaux virtuels dans lesquels on va avoir nos nœuds Nutanix connectés à un hub, et après rien ne vous empêche d'interconnecter avec le reste des VNet que vous avez dans votre environnement Azure, et également avec l'ensemble des services qui sont disponibles dans Azure. Donc on va avoir des nœuds Nutanix dans nos data centers au plus proche des autres services, et le but là encore est d'utiliser les deux, de faire communiquer les deux. Donc là l'intégration est bien entendu elle est bien faite. Du coup l'intégration passe par cette fameuse connectivité entre les nœuds Nutanix en bare métal et le reste des services Azure ou le reste des VNet dans Azure. Pour le coup, la connectivité est assez bien documentée avec ce qui est supporté ou pas en termes de topologie. Par exemple, de faire parler les barres métal avec des local VNet, ça marche. Avec des VNet appairés dans la même région, ça marche. Avec des VNet en global peering, ça ne marche pas aujourd'hui. Etc., etc. Donc tout est bien documenté ici, et donc je vous encourage à lire tout ça, mais globalement l'interconnexion ne devrait pas poser trop de problèmes en termes de réseau, c'est le minimum. Comme je l'ai dit précédemment, la documentation en fait va se trouver dans deux endroits, parce que effectivement le service il est lié à deux opérateurs. Donc on aura de la documentation sur le site web de Microsoft qui est, on va dire, relativement assez succincte, qui explique en gros les grands éléments, mais ne rentre pas dans le détail de la configuration, simplement parce que la configuration elle se fait complètement dans l'outillage de Nutanix. Et donc la meilleure des docs, elle restera chez Nutanix là-dedans, où on a vraiment plein d'informations très détaillées avec effectivement les différentes steps de déploiement, les prérequis, le workflow, comment vont fonctionner
derrière la partie facturation, la partie configuration détaillée du réseau, etc. Donc ça, c'est plutôt bien fait aujourd'hui, bien documenté. Comme tout service qui commence, il peut y avoir des limitations. Donc les limitations, là encore, elles sont bien documentées côté Nutanix. Donc des choses que j'ai déjà dit tout à l'heure, à savoir 13 nœuds maximum par cluster. On ne supporte pas, donc plus de 13 nœuds, c'est pas supporté, parce que c'est 13 maximum. 2, ce n'est pas supporté non plus, parce que c'est 3 minimum. Et puis ensuite, vous avez différents éléments, comme par exemple le central backup et le recovery ne sont pas supportés aujourd'hui. L'accès en SSH directement aux hyperviseurs non plus. L'accès à la CVM console au travers de Prism n'est pas encore disponible. Donc il y a quelques petits éléments à vérifier si vous êtes effectivement, vous avez des besoins spécifiques dans votre environnement Nutanix, mais globalement pour le reste, il n'y a pas de problème. Au-delà de ça, c'est intéressant d'aller faire un petit tour du côté des release notes également. Les release notes vont vous permettre de vérifier effectivement la compatibilité software, quelles sont les versions exactes qui sont installées. Donc là, vous voyez qu'on est ça détaillé un peu plus que dans le site de Microsoft. Et puis surtout, ça vous permet au fur et à mesure du temps, c'est comme un changelog, d'aller voir les problèmes connus, comme ça reste de l'informatique et potentiellement il y a des choses qui peuvent ne pas marcher. Et vous avez le détail derrière et les fiches KB associées pour régler le problème ou le contourner. Donc là encore, si à un moment où vous commencez à utiliser le service ou à le tester et que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dedans, ça peut vous éviter de perdre du temps. Voilà. En termes de support, on est sur un service qui est donc un service avec des composants logiciels qui ne sont pas les nôtres, mais par contre le matériel est bien chez Microsoft, donc toute la partie purement infrastructure au sens matériel bare métal, intercommunication sur la partie réseau, etc. avec Azure, c'est de notre ressort, donc du ressort de Microsoft. Pour la partie liée au logiciel Nutanix en tant que tel, eh bien, il faudra voir le support auprès directement du Nutanix, on s'en serait douté. En termes de licensing, c'est important de comprendre qu'effectivement Nutanix vend ses solutions. Et donc quand on va faire tourner effectivement du Nutanix dans Azure, on va avoir certes du matériel qui est fourni ou loué par Microsoft, mais il va falloir effectivement payer le logiciel derrière. Donc là, pour payer le logiciel, plusieurs approches. Soit vous avez déjà des licences Nutanix, et dans ce cas-là, vous allez les apporter, donc c'est des licences que vous avez achetées sur site, des CBL, et vous allez les apporter directement dans Azure. Et là encore, les CBL sont les Capacity Based License, donc ça vous connaissez probablement ça, avec un modèle d'achat qui va se faire probablement auprès de Nutanix. Et puis sinon, si vous n'avez pas ce type de licence et que vous voulez démarrer un projet Nutanix, vous pouvez acheter vos licences, et là il y a deux manières d'acheter les licences, soit les acheter directement auprès de Nutanix, et dans ce cas-là, effectivement, vous allez faire ce qu'on appelle un Nutanix Direct Subscription for NC2 on Azure, c'est ce que vous allez demander auprès de Nutanix. Soit vous pouvez directement acheter les licences Nutanix via le marketplace d'Azure. Là, il y aura deux options, soit ce sera du pay-as-you-go, soit ce sera un cloud commit. Donc le marketplace d'Azure va vous documenter tout ça. Alors là encore, ça va se faire dans les consoles NC2 où vous allez choisir ici directement d'acheter le tout via la marketplace d'Azure. Et dans la marketplace d'Azure, en fait, vous allez choisir ici la manière dont vous allez acheter finalement vos nœuds NC2 dans Azure. Soit donc vous êtes en paiement à l'usage, donc facturation à l'heure, et c'est facturé, la découpage c'est à l'heure, mais c'est facturé sur une base mensuelle. Soit vous savez que vous mettez des nœuds et que vous allez les garder, eh bien vous pouvez faire ce qu'on appelle un cloud commit, ce qui basiquement ressemble beaucoup à une réservation dans Azure, et c'est un engagement annuel à payer effectivement en upfront, et en échange vous avez un discount sur l'ensemble. Voilà, des choses assez classiques dans le monde du cloud. Du coup, le pricing, il va être découpé en deux parties, vous l'aurez compris. Une partie qui va être vraiment la partie bare métal, donc là c'est vraiment le matériel et l'infrastructure qui est provisionnée, fournie et donc facturée directement dans votre facture d'Azure. Et la partie logicielle, qui est effectivement facturée par Nutanix, mais que vous pouvez avoir de deux manières, entre guillemets, payée de deux manières. Soit vous la payez directement dans les Nutanix Payment Plan, soit vous êtes passé par le marketplace d'Azure, auquel cas cette facturation software va rentrer dans votre enveloppe Azure. Et donc après, c'est nous qui repayons derrière la part qui lui est due à Nutanix. Donc si on va sur le marketplace d'Azure et qu'on regarde les Nutanix clusters, on a bien une explication dans les plan and pricing de tout ça. Et vous avez ici notamment les informations tarifaires liées au prix des nœuds
côté, donc pour la partie purement Azure, la partie bare métal, combien vont coûter les nœuds. Donc on est sur une base ici environ de 5000 dollars par nœud. Et donc, pas 5000 dollars. À chaque fois, le point, je me fais avoir. De 5 dollars à peu près par heure et par nœud. Vous faites votre petit calcul. Et puis, ça vous amènera le prix mensuel d'un seul nœud. Vous multipliez par 3 parce que 3, c'est le nombre minimum. Et ça vous donnera le ticket d'entrée qui est, d'après mes calculs, à peu près de 15 000 dollars par mois pour avoir un cluster 3 nœuds avec ces fameuses capacités dont je parlais ici. Eh bien, je crois qu'on a vu à peu près tout ça. Donc, en résumé, on peut donc désormais avoir des nœuds de cluster Nutanix directement hébergés dans les data centers de Microsoft. C'est du bare métal. Et ensuite, eh bien, c'est du bare métal que vous allez pouvoir intégrer et gérer avec l'ensemble des solutions classiques d'outils Nutanix, et que vous allez pouvoir faire une intégration du coup également avec l'ensemble des autres workloads et autres applicatifs qui tournent dans Azure au travers du networking d'Azure. Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose, c'est un bon résumé. N'hésitez pas à aller voir la documentation de Nutanix parce que c'est probablement celle qui contient le plus d'informations sur ce service. Si vous êtes intéressé sur ce service, n'hésitez pas à contacter vos responsables Microsoft ou votre partenaire préféré sur ce point-là. Finalement, on est sur une offre qui ressemble un petit peu à l'offre AVS, qui est une offre équivalente pour la partie VMware qui existe déjà depuis quelques temps chez Microsoft. N'hésitez pas du coup à regarder la solution, sachant qu'il existe des free trials qui sont disponibles du côté de Nutanix, qui vont permettre en gros d'évaluer pendant 30 jours la solution. Et pendant 30 jours, du coup, Nutanix ne vous facture pas la partie logicielle. Donc pour l'époque, c'est probablement la meilleure des choses à faire. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt.